Cette capsule vidéo porte sur le phénomène du vieillissement des caoutchoucs vulcanisés. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Nous expliquons d'abord deux principaux mécanismes du vieillissement pour les mélanges de caoutchouc vulcanisés, l'oxydation et l'ozonation. Nous concluons par quelques pistes de réflexion pour la sélection des antidégradants. Les caoutchoucs sont des polymères organiques. Ils sont susceptibles d'être attaqués chimiquement par de nombreuses substances présentes dans l'environnement. De plus, ils ont une résistance limitée à la chaleur. Le vieillissement est une évolution lente des propriétés d'un matériau à partir d'un état de référence. Le matériau se dégrade dans le temps et ne devient plus apte à l'emploi. Les différents mécanismes responsables de la dégradation des polymères peuvent être classés en deux grandes catégories: le vieillissement physique et le vieillissement chimique. Par convention, le vieillissement physique correspond à tout phénomène de vieillissement qui n'implique pas une altération chimique des macromolécules ou des additifs. Il peut être de deux types: le vieillissement physique avec transfert de masse consistant en une absorption-désorption de matière par le matériau, comme la pénétration de solvants ou la migration d'adjuvants, et le vieillissement physique sans transfert de masse pour lequel il n'y a pas d'échange de matière. C'est le cas du vieillissement sous une contrainte mécanique ou d'un phénomène de relaxation des contraintes. Contrairement au vieillissement physique, le vieillissement chimique se réfère à un changement irréversible de la composition du caoutchouc suite à des réactions chimiques. Les processus chimiques les plus importants sont les réactions après la vulcanisation et la coupure des chaînes moléculaires. Ces réactions impliquent une augmentation ou une diminution de la densité de réticulation. Cette variation s'accompagne généralement d'une variation de la température de la transition vitreuse du caoutchouc, ainsi que d'un changement drastique des propriétés d'aspect et de mécanique. On observe ici l'apparence d'un tapis d'entrée et le craquelage d'un flanc de pneu, entraînant la perte de ses propriétés élastiques avec une possibilité de rupture dans un avenir plus ou moins long. Dans ce cas, on parle d'oxydation, sachant toutefois que pour ce pneu, plusieurs mécanismes de vieillissement peuvent être actifs. L'étude analytique et cinétique des changements chimiques se produisant dès les premières étapes de la réaction d'oxydation est l'un des meilleurs moyens pour prévoir le comportement à long terme des polymères. L'oxygène est le facteur le plus critique, d'autant plus que si la température est élevée et que le matériau subit des sollicitations en flexion répétée, l'action de l'oxygène devient plus intense. Le mécanisme de thermo-oxydation se décompose en une série de réactions élémentaires. Nous pouvons les regrouper en trois grandes étapes: l'amorçage, la propagation et la terminaison. Les liens chimiques qui sont à l'intérieur de la chaîne principale du polymère ou qui sont dans les groupes attachés peuvent être dissolus par une énergie provenant de la chaleur, de la radiation ou encore d'une contrainte mécanique comme un cisaillement. Cette énergie crée la formation d'un radical libre, R, dans notre cas, un macroradical alkyle. La création du radical libre peut apparaître à n'importe quel moment du cycle de la vie du polymère, de la polymérisation à son utilisation comme produit fini. On appelle cette création du radical libre réaction initiale ou amorçage. C'est donc notre première étape. Un radical libre possède un ou plusieurs électrons non appariés sur sa couche externe. La plupart du temps, la présence d'un électron célibataire confère à ces molécules une grande instabilité, ce qui signifie qu'elles ont la possibilité de réagir avec de nombreux composés et que leur durée de vie est très courte. Pendant longtemps, nous avons supposé que la formation de radicaux alkyles démarrait par une rupture homolytique des liaisons carbone-hydrogène. Mais des analyses cinétiques récentes ont permis de démontrer que la principale source de radicaux est en fait la décomposition de son principal produit de propagation, l'hydroperoxyde ROOH. La seconde étape du procédé de dégradation est la propagation. Elle se passe lorsque le macroradical alkyle réagit en présence de l'oxygène dans l'air pour former un macroradical peroxyle. Ensuite, le macroradical peroxyle arrache un atome d'hydrogène à une liaison carbone-hydrogène labile, redonnant lieu à un hydroperoxyde et un nouveau macroradical alkyle. Nous savons que la première étape de propagation est très rapide et pratiquement indépendante de la température et de la structure du polymère. Par contre, la seconde étape de la propagation est nettement plus lente. Cette réaction est d'autant plus facile que l'énergie de dissociation de la liaison carbone-hydrogène est faible. Il est maintenant admis que les hydroperoxydes formés pendant la propagation présentent une instabilité thermique et photochimique due à la faible énergie de dissociation de la liaison oxygène-oxygène. Ils vont donc facilement se décomposer par rupture homolytique de la liaison oxygène-oxygène pour donner des radicaux.
La décomposition se fait selon deux modes. Le mode unimoléculaire qui forme les radicaux alkoxyle et hydroxyle, et le mode bimoléculaire qui est favorisé si la concentration en hydroperoxyde devient supérieure à une valeur critique, permettant ainsi à deux hydroperoxydes d'établir une liaison hydrogène. Les radicaux alkoxyle et hydroxyle sont très actifs et sont donc rapidement convertis en radicaux alkyles et en produits stables thermiquement, tels que les cétones, les acides carboxyliques et les alcools. Les radicaux alkyles formés pendant toutes ces étapes peuvent réagir avec l'oxygène pour former de nouveaux radicaux peroxyles. La concentration en hydroperoxyde peut atteindre un état stationnaire quand la vitesse de la formation équilibre la vitesse de la décomposition. À ce stade, il apparaît que la thermo-oxydation des polymères est un processus autocatalytique, résultant de la génération de radicaux libres qui peut être décrit comme un processus en boucle fermée. C'est ce caractère en boucle fermée qui permet d'expliquer la forte auto-accélération de la vitesse d'oxydation au terme d'une période d'induction. Ainsi, les hydroperoxydes sont les produits clés et la connaissance de leur décomposition présente un intérêt majeur pour la compréhension des mécanismes d'oxydation des caoutchoucs. La fin de la réaction de dégradation est différente selon le type de polymère. Ainsi, la combinaison de deux radicaux alkyles sur des chaînes entraîne une réticulation et un durcissement causé par le pont carbone-carbone, tandis que la combinaison de deux radicaux alkyles, dont un peroxyle, entraîne aussi une réticulation et un durcissement, mais cette fois-ci par un pont carbone-oxygène. Ou bien il y aura une scission des chaînes au point de formation du radical libre. La réticulation et son effet de durcissement prédominent pour les polybutadiènes, polystyrène butadiène, nitrile, polychloroprène et l'EPDM. La scission des chaînes prédomine pour les polymères insaturés dont le caoutchouc naturel, le polyisoprène et le butyle. En général, les polymères ayant des liaisons doubles carbone-carbone et carbone-hydrogène sont les moins stables vis-à-vis la dégradation par l'oxygène. Les élastomères ne contenant pas de diène sont beaucoup moins sensibles à l'oxydation. Par exemple, le polyacrylique, le polyéthylène chloré, le polyéthylène chlorosulfoné ou hypalon, l'éthylène acrylique, les épichlorhydrines, le copolymère éthylène-propylène, le copolymère éthylène acétate de vinyle, le fluoroélastomère ou Viton et le silicone sont plus stables. Il existe un mécanisme de vieillissement où l'influence de l'ozone est importante. Ce mécanisme de l'action de l'ozone est différent de celui de l'oxygène. En effet, la dégradation du caoutchouc ne se produit que sous une contrainte imposée au produit. Dans ce mode de dégradation, il y a apparition de craquelures orientées perpendiculairement au sens de la contrainte comme illustré par la photo sur un pneu de remorque. Le phénomène est amplifié par une élévation de la température, de l'humidité et de la contrainte. Le mécanisme d'ozonation fait intervenir les réactions suivantes. Un caoutchouc en présence d'ozone entraîne la formation d'ozonides primaires instables. Cet ozonide se scinde rapidement en un composé de carbonyl oxyde, d'aldéhyde et de cétone. Le carbonyl oxyde peut soit s'additionner à l'aldéhyde ou à l'acétone et produire un ozonide secondaire stable, des peroxydes polymériques et des hydroperoxydes. Si le caoutchouc est soumis à une déformation minimale critique, le phénomène de dégradation en présence d'ozone se produit. En effet, sous une déformation, les ozonides peuvent se décomposer facilement et briser les doubles liens carbone-carbone de la chaîne. Ceci a comme résultat l'apparition d'une craquelure à la surface de la pièce. Ce mécanisme peut se répéter et entraîner l'approfondissement de la craquelure dans le matériau. Pour que le phénomène de dégradation à l'ozone se produise, la déformation minimale critique peut varier de quelques pourcentages, pour le caoutchouc naturel qui ne serait pas protégé, à jusqu'à 20% pour des caoutchoucs plus résistants comme le polychloroprène. Les caoutchoucs diéniques, c'est-à-dire ceux qui possèdent des doubles liaisons de carbone que l'on définit comme insaturés, sont plus fragiles à l'ozone. Inversement, les caoutchoucs saturés qui possèdent des liaisons simples de carbone sont plus résistants à l'ozone. Comme nous l'avons vu, l'oxydation et l'ozonation sont des mécanismes de vieillissement chimique qui causent la dégradation plus ou moins rapide des propriétés des caoutchoucs. Pour l'amorçage de ces mécanismes, il existe des facteurs initiaux qui proviennent principalement des conditions environnementales, telles la lumière visible, les ultraviolets, la chaleur, l'humidité et des produits contaminants. Parmi ces derniers, mentionnons les ions de métal solubles comme le cuivre, le manganèse et le fer qui peuvent se retrouver dans le mélange de caoutchouc et produire une oxydation catalytique.
Le but des tests ASTM est de faire vieillir artificiellement des pièces en caoutchouc pour simuler l'action des différents facteurs initiaux de dégradation. On y retrouve des tests sur la détérioration par la chaleur et l'oxygène. Cette photo présente des échantillons suspendus dans un four. La gamme minimum des températures pour ces fours à convection par gravité est de 43 degrés Celsius, soit 20 degrés au-dessus de la température de la pièce, et peut aller jusqu'à 200 degrés Celsius. Il existe également des fours à air forcé qui peuvent aller jusqu'à 200, 300 ou même 500 degrés Celsius selon leur conception. Dans cet exemple du vieillissement à l'oxygène sur une bande de roulement, on voit une baisse de l'allongement à la rupture assez marquée et une augmentation de la rigidité. Certains tests de vieillissement simulent la décoloration de pièces soumises à la lumière visible ou aux ultraviolets. L'apparition des craquelures sur des pièces peut être simulée dans un environnement contrôlé d'ozone. Par exemple, dans cette chambre d'ozone, les paramètres de contrôle ajustables sont la température et le niveau d'ozone. Les conditions les plus fréquentes sont 72 heures de conditionnement à 40 degrés Celsius, suivies d'une exposition à une pression atmosphérique avec 50 millipascals de pression partielle d'ozone à 40 degrés Celsius pendant 72 heures. Les échantillons sont évalués après 24, 48 et 78 heures. Comme on l'observe, certains tests ASTM ont été réécrits ou bien approuvés de nouveau ces dernières années. Le rôle des systèmes de protection consiste à maintenir, le plus longtemps possible, l'ensemble des caractéristiques du produit vulcanisé à un niveau voisin de ce qu'il était au départ. Il n'existe pas de système de protection universel. De plus, il y a encore des théories qui sont contradictoires sur les mécanismes de protection, en particulier celles qui concernent l'ozone. Enfin, plusieurs compagnies offrent différents systèmes qui ont aussi des applications de protection fort différentes les unes des autres. Alors, comment sélectionner au mieux un ou des systèmes de protection? Logiquement, en identifiant au préalable les facteurs de dégradation: oxygène, chaleur, lumière, environnement, présence de gaz, humidité, vapeur, ozone, ions métalliques et vérification de l'existence de sollicitations de flexion en fatigue ou autres types de contraintes déformation. Ensuite, en définissant les requis de service et d'environnement: coloration ou décoloration, température, contraintes statiques, dynamiques ou intermittentes, durée de vie espérée, effets toxicologiques et coûts. Enfin, en les sélectionnant en tenant compte qu'ils puissent être tachants ou non tachants, monofonctionnels ou multifonctionnels et disponibles. Comme le disent les philosophes, rien n'est immuable, tout se transforme.